La deuxième vidéo de lecture du livre Finances d'entreprise, théorie et pratique de l'entreprise tunisienne. Dans la première vidéo, on a survolé les principaux thèmes qui vont être traités dans ce livre. Et c'était une introduction déjà résumée parce que l'introduction d'origine, c'est environ 18 pages. Donc, vous avez une idée sur le volume du livre. C'est un livre qui rassemble tous les aspects de la théorie financière moderne, avec des cas pratiques de l'entreprise tunisienne. Donc, 5 pages, c'était vraiment un résumé de l'introduction d'origine, qui est environ une vingtaine de pages. Donc, on a vu le concept de maximisation de la valeur de l'entreprise, qui est un concept fondamental du rôle du directeur financier au sein de l'entreprise. On a vu tout ce qui est rattaché au maintien du niveau de performance financière et tous ces aspects, notamment la politique financière de l'entreprise. On a vu la maîtrise du risque et comment on mesure ce risque. C'est une introduction vraiment à un thème très important de l'étude financière moderne, qui est l'étude du risque. Et toutes les théories de modélisation financière, surtout au sein des marchés financiers, a introduit cet élément qui est le risque dans ces développements. On a survolé les principales tâches opérationnelles de gestion financière et la place du directeur financier au sein du système de gestion de l'entreprise. Donc, on passe au premier chapitre. Qu'est-ce que la finance d'entreprise? Le rôle primordial du directeur financier, c'est de s'assurer que son entreprise possède l'offre suffisante du capital. Le marché de capitaux est un marché où la marchandise est l'argent, le prix et le taux d'intérêt. S'il s'agit d'un crédit bancaire ou obligataire, le dividende est la plus-value s'il s'agit d'une action. Donc, le rôle du directeur financier va procéder à vendre des titres financiers au prix le plus élevé sur le marché financier. Si le directeur financier a besoin d'argent pour son entreprise, il est demandeur, il va offrir des titres financiers, actions ou obligations. S'il veut placer de l'argent pour son entreprise qui possède un excédent de trésorerie, il s'agit d'une offre, il va demander des titres financiers. Dans ce cas, il est acheteur de titres financiers. Le prix ou l'offre et la demande des titres financiers sont en équilibre dans la valeur du titre, que ce soit une action ou une obligation. Cette loi de l'offre et demande de titres financiers sur le marché financier est elle-même liée à la loi de l'offre et demande d'argent sur le marché de capitaux de la manière suivante. Si l'offre d'argent sur le marché de capitaux dépasse la demande, le taux d'intérêt, coût de capital, baisse. C'est-à-dire qu'en parallèle, sur le marché financier, il y a une liquidité due à une demande qui dépasse l'offre de titres financiers, ce qui mène à une augmentation de la valeur des titres. Si la demande d'argent sur le marché de capitaux dépasse l'offre, le taux d'intérêt augmente. C'est-à-dire qu'en parallèle, sur le marché financier, il y a un manque de liquidité dû à une offre qui dépasse la demande de titres financiers, ce qui mène à une baisse de la valeur des titres. Le théorème suivi en découle. Le coût de capital et la valeur des titres financiers varient en sens opposé. Cela veut dire que la minimisation du coût de financement est synonyme à la maximisation de la valeur du titre adjacent. Voilà ici. Donc, il faut que le financier comprenne ce mécanisme. C'est le mécanisme de l'argent
et du taux d'intérêt et de la valeur des titres financiers, que ce soit des actions ou des obligations, sur le marché financier. Le marché de capitaux, d'une façon générale, fonctionne de cette façon. L'argent et la marchandise, le taux d'intérêt, c'est le prix. S'il y a beaucoup de liquidités sur le marché, il y a une abondance d'argent, c'est-à-dire que l'offre sur le marché de capitaux d'argent dépasse la demande, le prix, les taux d'intérêt augmentent, diminuent, pardon. Donc, si le taux d'intérêt diminue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent, les investisseurs et les ménages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, avec cet argent, virer vers le marché financier, le marché des titres, et acheter et demander pour, pour acheter des titres. Et ce mécanisme-là de demande de titres financiers va amener à ce que la demande sur le marché dépasse l'offre et les prix de ces titres augmentent sur le marché financier. Donc, si le taux d'intérêt baisse sur le marché monétaire, le prix des actions et des obligations sur le marché financier augmente et vice-versa. Il faut que le financier comprenne cela. C'est un mécanisme de marché, c'est des concepts économiques et avant tout, j'ai toujours dit que le financier doit très bien comprendre la microéconomie et la macroéconomie. Il doit être même un spécialiste. Il doit comprendre les courbes d'utilité, les courbes de production, l'utilité marginale de consommation, les courbes de consommation. Il doit comprendre même la psychologie du consommateur sur le plan économique. Ça d'un côté. D'un autre côté, il doit comprendre la macroéconomie de façon générale. Il doit comprendre les agrégats économiques, la comptabilité nationale. Il doit comprendre l'inflation, l'emploi, le taux d'intérêt, le taux de change, la monnaie, la théorie monétaire, les classiques, les néoclassiques, le débat entre classique, néoclassique et keynésien et néo-keynésien. Le financier doit avoir une idée dans sa tête assez claire de ces concepts. Donc, le rôle du directeur financier dans ce livre sera minoritairement vendeur de titres financiers. Comme tout commerçant, il doit vendre un produit de haute qualité à un prix élevé. Majoritairement, son rôle va s'étendre à son choix du mode de financement adéquat pour l'entreprise, mais si son choix se baserait uniquement au mode de financement ayant le coût le moins faible, qu'il soit à court terme ou à moyen terme, il commettra une erreur fatale. Il doit incorporer dans son choix le risque de l'investisseur qui offre le financement en question. Le choix d'un mode de financement à court terme uniquement parce que son coût est faible, sans incorporer le risque inhérent au bailleur du dit mode, peut engendrer une vraie crise de trésorerie si ce bailleur présente un risque élevé de difficultés financières pouvant lui pousser à demander très vite le remboursement de son financement. La phrase la plus dangereuse qu'un directeur financier peut dire est la suivante: ça ne coûte rien. Cette phrase doit être remplacée par celle-ci: quel est l'impact de cette action sur la valeur? C'est bien sûr la valeur de l'entreprise. Maintenant, on va voir ce titre financier, produit créé par le directeur financier. Il y a une grande variété de titres financiers, chacun de possède les caractéristiques suivantes. C'est un contrat. Le titre financier, c'est un contrat qui s'exécute dans le temps. Il y a la notion de contrat, d'engagement, il y a la notion de temps.
et sa valeur est dérivée de la série de cash flow qu'il représente et sa rentabilité. Pour des raisons théoriques et mathématiques, un instrument financier est défini comme une série de n cash flow futurs. Donc, il faut retenir dans la tête ça. Un titre financier, donc, c'est un bout de papier, certes, mais il a un droit. Il a sur sa façade un droit de recevoir des cash flows futurs, que ce soit des intérêts ou bien des dividendes ou des coupons s'il s'agit d'une obligation. La détention du titre financier veut dire la détention du droit de recevoir les cash flows. À l'opposé, la création d'un titre financier implique l'engagement de l'émetteur de payer une série de cash flows au détenteur du dit titre. Au retour de son engagement à payer des cash flows futurs, l'entreprise émet le titre à un prix bien déterminé qui lui permet de lever les fonds nécessaires pour faire marcher son business. Un titre financier est donc un contrat. Ce contrat, souvent controversé par le fait que les directeurs financiers font du simple commerce de papier, est maintenant tout simplement une écriture comptable contenant l'information sur le titre en question. Le cœur du métier du financier est et reste toujours la négociation entre un émetteur de titres cherchant à lever des capitaux pour financer son entreprise et un investisseur intéressé par l'achat de ces instruments ainsi que l'obligation qu'ils représentent. Le titre financier s'exécute dans le temps, d'où la nécessité d'introduire la notion de risque lié au non-paiement des cash flows promis par l'émetteur. Ces cash flows peuvent être des intérêts, s'il s'agit d'un crédit bancaire, des coupons, s'il s'agit d'un emprunt obligataire ou d'un dividende et plus-value, s'il s'agit d'une action. Dans ce livre, on comprendra que la logique financière est l'analyse et le choix à travers un ensemble d'options d'investissement de l'entreprise. Des biens et services dérivés des activités industrielles et des divers actifs de l'entreprise sont transformés par les directeurs financiers en cash flow. Le monde de la finance est donc le processus de gestion des droits d'un côté et des engagements de l'autre côté, tous les deux exprimés en termes de cash flow. Sur le marché des instruments financiers, l'acquéreur des titres investisseurs acquis des droits de recevoir des cash flows futurs, l'émetteur du titre assume l'engagement contractuel dérivé de l'instrument et ce, quiconque est le propriétaire. Type de titre financier. Les instruments de crédit. C'est des contrats qui lient un prêteur, investisseur, et un emprunteur, une entreprise. Ils comportent l'engagement de payer non seulement le crédit en principal, mais aussi les intérêts. Les crédits deviennent des titres financiers lorsqu'ils sont négociables. Les obligations et les billets de trésorerie tombent sous cette catégorie de titres de crédit négociables. Les certificats de dépôt sont aussi des titres de crédit émis par les banques. Les investisseurs dans ce genre d'instruments n'assument aucun risque industriel lié à l'entreprise émettrice du titre en question. L'intérêt est fixé contractuellement et peut être un taux fixe ou variable. Si le taux est variable, il est indexé au taux d'intérêt et non au résultat de l'entreprise. Seulement, il est évident qu'il y a un risque de défaillance du débiteur inhérent au titre de crédit en question. Les titres de participation. C'est des titres qui matérialisent la participation de l'investisseur dans le capital de l'entreprise, en assumant le risque industriel et tout en bénéficiant d'une quote-part dans les profits réalisés. La responsabilité découlant de ce risque est limitée à cette même quote-part. Cette participation de capital est une source de financement pour l'entreprise matérialisée par les actions. Les actionnaires détenteurs de ces titres ne prétendent jamais à un rendement fixe, mais plutôt
à une prétention sur les revenus de l'entreprise, à une surveillance et à une surveillance de son management à travers le droit de vote. Autre titre. Les ingénieurs financiers ont inventé d'autres catégories dérivées des deux évoquées ci-dessus. Il y a des titres qui ont un rendement fixe, bien qu'ils soient assimilés à des actions ayant un rendement lié à la rentabilité de l'entreprise. D'autres ont un rendement lié à la rentabilité et sont assimilés à des crédits. Toutefois, les options ont un traitement spécial. Ils sont attractifs grâce au droit achat ou vente qu'elles comportent plutôt qu'au rendement proprement dit. Donc, les titres financiers sur le marché financier, la bourse, il y a trois catégories. Il y a les instruments de crédit. Les instruments de crédit, donc, principalement les obligations. Donc, c'est un moyen de financement pour l'entreprise. Elle émet un emprunt obligataire avec des obligations. Chaque obligation comporte un droit de recevoir des intérêts à un taux bien déterminé qui s'appelle, ces intérêts s'appellent le coupon et l'engagement de remboursement. Le remboursement peut se faire annuellement sur 5 ans principalement ou in fine, à la fin, c'est-à-dire à la fin, il recevra des intérêts. L'investisseur reçoit des intérêts annuels et à la fin, il reçoit la valeur de l'obligation, le remboursement intégral de l'obligation. Le deuxième type de titre financier, c'est les titres de participation. Ici, on ne parle pas, parce que dans le premier cas, l'investisseur ne court pas de risque industriel de l'entreprise. Il est tranquille, il reçoit les intérêts, ça marche, ça ne marche pas, c'est pas sans problème. Donc, il reçoit des intérêts, il reçoit des coupons, mais il court le risque de faillite de l'entreprise, c'est tout. Dans le deuxième cas, donc, il assume le risque industriel parce qu'il est actionnaire. Il participe au capital de la société, donc il devient actionnaire, il devient propriétaire dans les limites de sa part de participation, il devient propriétaire dans l'entreprise. Donc, il devient en quelque sorte indirectement décideur, manager à travers le vote dans les assemblées des actionnaires. Le troisième, c'est des titres, le deuxième type, c'est des titres contingents. Donc, c'est des titres qui dépendent d'autres titres. Donc, il y a principalement les options d'achat et de vente. C'est quoi? Donc, on a une action, on dit voilà, on va créer une option d'achat de cette action ou une option de vente de cette action. Donc, moi, je vais investir dans cette option et ça devient négociable parce que j'ai le droit d'acheter à une date bien déterminée une action bien déterminée. Et leur prix varie, bien sûr, inversement au prix du titre en question. Ça, on va le voir par la suite. On va voir après avoir vu les instruments financiers, les titres financiers, on va voir les marchés financiers, c'est-à-dire la bourse carrément. Il existe 3 marchés. Le marché primaire, le marché secondaire et le marché des produits dérivés. La distinction entre marché primaire et marché secondaire est uniquement conceptuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une distinction physique du marché. On n'entre pas en bourse et on dit voilà, à droite c'est le marché primaire et à gauche c'est le marché secondaire. Non, ça n'existe pas. C'est une distinction conceptuelle. On va voir comment. Le marché primaire, c'est le marché où le titre de crédit ou de participation est créé. Dans ce marché, l'entreprise
peut lever des nouveaux capitaux, argent fraîche. Voilà le marché primaire. On crée le titre, que ce soit une nouvelle création d'entreprise ou une augmentation de capital. On crée le titre dans ce marché-là, qui est un marché conceptuel. Le marché secondaire, c'est le marché où le titre change de main en main entre les investisseurs. C'est l'essence même de liquidité du marché financier. Faciliter l'achat et la vente des titres. L'investisseur sur ce marché, une fois a acquis un titre, commence à réfléchir comment il va sortir. La monétisation est facile pour un investissement à court terme, mais lorsqu'il s'agit des actions, maturité illimitée, et des obligations 5 à 10 ans, elle devient difficile, d'où la nécessité d'une stratégie de sortie. Le seul et unique moyen est de vendre le titre à un autre investisseur. Si l'investissement est liquide, la vente, quel que soit son volume, n'affecterait pas la valeur du titre. On dit donc que le titre est liquide. Le marché secondaire est par conséquent une sorte de jeu à somme nulle. Ce que gagne un investisseur en plus-value est payé par un autre qui espère réaliser lui aussi une plus-value. Le titre commence donc à changer de main en main entre les investisseurs sans que l'émetteur initial ait connaissance de leurs identités. Il sait qu'il doit payer chaque année un dividende pour les actions et un coupon pour les obligations, et ce, mis à part le détenteur du titre. Le marché secondaire est nécessaire pour la qualité du marché primaire. En effet, qui va acheter un nouveau titre émis s'il n'est pas sûr qu'il puisse facilement le vendre sur le marché secondaire? Les marchés dérivés, futures et options. C'est des marchés dont les titres dépendent d'un autre actif, actions, obligations ou marchandises. Ces titres permettent à l'investisseur de prendre une position à court ou à long terme à l'égard d'un actif financier ou commercial. Les contrats d'options et de futures sont un moyen pour se prémunir contre les risques financiers. Une option d'achat ou de vente d'une action permet d'acheter une action ou de la vendre à un prix bien déterminé à une date bien déterminée. On passe au rôle du directeur financier. Le directeur financier, inventeur du titre financier, ne connaît pas qui le détient, ni encore qui est en train de le vendre. Exactement comme un investisseur, grâce aux actifs contingents, vend un titre financier sans l'avoir réellement acheté. D'un point de vue pratique, le directeur financier commercialise la réputation d'intégrité et d'expertise du management, la qualité de l'actif de l'entreprise ainsi que sa santé financière et son habilité à générer une rentabilité sur une période future bien déterminée. On note que la qualité des actifs est plus importante pour un financement par un emprunt taillé sur mesure sur ces actifs. Certains d'entre eux serviront comme gage pour cet emprunt. Contrairement, la santé financière dans son ensemble sera importante dans le cas d'un financement non lié à un actif spécifique. D'un point de vue théorique, le directeur financier vend des cash flows futurs qui peuvent être dérivés du business de l'entreprise. Si celle-ci est bénéficiaire, les cash flows se transformeront en dividendes pour les actionnaires, mais si elle est déficitaire, elle puisera des réserves des actionnaires pour payer ses créditeurs. Ainsi, il transforme les actifs et engagements issus des activités industrielles et commerciales de l'entreprise en actifs et engagements à travers les flux de cash flow. Si l'entreprise, par exemple, veut réaliser un nouvel investissement, le directeur financier peut soit émettre de nouvelles actions, augmentation de capital, ou émettre des obligations, crédit. Dans les deux cas, il transforme des actifs financiers en cash flow en contrepartie d'un engagement de payer des cash flows futurs, dividendes ou coupons. Par le biais de ces cash flows, il procédera à l'achat d'un actif physique ou financier en contrepartie de l'engagement de réaliser des profits qu'il transformera en cash flow. Donc, le cœur du métier de directeur financier, c'est d'acheter et de vendre des actifs financiers et physiques qui, exprimés en termes de cash flow, permettront de réaliser des plus-values et des profits affectant positivement la valeur.
Les investisseurs, en achetant les titres émis par le directeur financier, espèrent réaliser un minimum de revenus sous forme de dividendes, intérêts et plus-values. Par conséquent, il doit s'assurer qu'à moyen terme, l'entreprise pourra dégager des retours sur investissement au moins égal au taux de rendement attendu par ceux qui ont apporté du capital à cette entreprise. S'il permet de réaliser cet objectif, tout va bien. Sinon, il va voir le titre qu'il a mis perdre de valeur. De là découle le théorème suivant. La valeur du titre varie en fonction du rendement réalisé sur ce titre. S est la valeur du titre, I est le taux de rendement du titre, R est le revenu du titre, d'où R égale S fois I. Donc S égale à R sur I. Si I augmente, la valeur du titre diminue. Donc la valeur du titre est inversement proportionnelle au taux de rendement. Considérons un dividende d'une action pour 0,4 dinars. La valeur de ce titre, si on considère un taux de rendement de 5% est de 8 dinars, si le taux est de 4%, la valeur est de 10 dinars. Cette relation est intéressante car elle démontre que si le taux de rendement est élevé, c'est-à-dire que le taux d'intérêt est aussi élevé, il y aurait donc un manque de liquidité dû à une offre de titres sur le marché qui dépasse la demande. De ce fait, les valeurs de ces titres plongent. Nous sommes loin du directeur financier classique, dont le majeur rôle c'est d'assurer le suivi de la comptabilité. Maintenant, en plus de sa parfaite maîtrise des aspects comptables et financiers, il doit être un excellent négociateur sur le marché financier, comprend très bien l'activité industrielle et commerciale de son entreprise, ses stratégies marketing et ses ressources humaines. Voilà ici donc, cette équation démontre ce qu'on a dit à propos des taux d'intérêt et des valeurs des actions et obligations qui vont dans le sens inverse. Donc, ici, si le taux de rendement augmente, la valeur du titre diminue. Si le taux diminue, la valeur du titre augmente. Parce que si le taux d'intérêt diminue, c'est-à-dire il y a abondance d'argent sur le marché de capitaux, il y a abondance d'argent, les gens vont aller au marché financier pour investir. Donc la demande de titres financiers sur le marché financier augmente et les prix diminuent. Les prix augmentent. Ça, c'est la logique du marché de capitaux. Cette logique doit être claire, comme j'ai dit auparavant, dans l'esprit du directeur financier. Ici, on schématise donc le marché de capitaux en Tunisie. On a la bourse de valeurs mobilières de Tunis. On a le marché monétaire, le marché d'échange et le marché monétaire en devises. Donc, la bourse de valeurs mobilières, c'est une instance qui ne dépend pas de la Banque centrale. Le marché monétaire, si. Il dépend de la Banque centrale. C'est un marché virtuel. Il n'existe pas physiquement. C'est un marché là où la Banque centrale donc négocie en quelque sorte avec les banques l'offre et la demande d'argent, de monnaie dans le pays, dans l'économie nationale. Le marché de change, c'est le marché de devises. Là où il y a des devises et des prix de devises. C'est un marché quotidien. Le marché monétaire aussi, c'est un marché quotidien. Le marché monétaire en devises, ça, c'est un marché monétaire de capitaux, mais en devises. Pour la bourse des valeurs mobilières, donc on a le marché principal des titres de capital et on a le marché alternatif, ça pour les actions. Et on a le marché obligataire. Pour le marché d'échange, on a le marché au comptant
et le marché à terme. Et c'est un marché au sein de la Banque centrale. Donc, marché monétaire, Banque centrale, marché de change, Banque centrale, marché monétaire en devise, Banque centrale, et on a la bourse de valeurs mobilières de Tunis de l'autre côté. Donc voilà, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.